Bien, bonjour les terminales. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière période de l'année qui doit nous mener de la rentrée, des vacances de Pâques, jusqu'à la fin de votre année scolaire, hein. L'année des notes est pour bientôt. Et puis vous aurez normalement le grand oral à préparer ainsi que l'oral de philo. Donc nous allons poursuivre notre avancée dans le programme à travers la poursuite du thème 2 de géographie. Donc vous voyez le titre ici, que nous avions à peine abordé le vendredi de la sortie, qui s'intitule Dynamique territoriale, coopération et tension dans la mondialisation, avec une problématique à laquelle nous allons réfléchir dans ce thème 2. En quoi cette mondialisation met-elle en concurrence les territoires entre eux, tout en conduisant à la recherche de coopération entre les États au sein de cette mondialisation. Et donc, nous sommes dans le grand 1 qui s'intitule Des territoires inégalement intégrés avec des centres et des périphéries, hein. Ce sont des termes qu'on utilise beaucoup dans la mondialisation, hein. Centre, périphérie. Centre, c'est-à-dire qu'on est au centre de la mondialisation. Périphérie, ça veut dire qu'on est un peu à l'écart de la mondialisation. Et donc, nous allons, après avoir réfléchi à la problématique comment la mondialisation recompose-t-elle les hiérarchies des territoires, nous étions donc au petit 1, les centres de la mondialisation, donc pour l'instant les territoires qui profitent le plus de la mondialisation. Et dans ce petit 1, je vous avais demandé de réfléchir à trois questions et de compléter une carte à l'aide de votre manuel. Donc ces trois questions, on les retrouve sur le document suivant. Alors, à l'aide de la carte 3, page 123, on vous demandait de répondre à la question suivante. Quels sont les trois pôles de richesse qui se distinguent sur cette carte et quelles sont les régions qui semblent marginalisées? Donc, si on regarde cette carte, quels sont les trois pôles de richesse qui se distinguent? Eh bien, ce sont ceux que l'on nomme la triade élargie, c'est-à-dire l'Asie de l'Est, avec la Chine littorale, le Japon, la Corée du Sud, mais aussi Taïwan. C'est l'Europe de l'Ouest, autour de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie, et également l'Amérique du Nord, autour des États-Unis et du Canada. Alors, au cœur de ces trois pôles de richesse, on trouve les plus grandes mégalopoles mondiales, qui sont indiquées ici dans la légende, les mégalopoles principales, c'est-à-dire la Boswash qui va de Boston à Washington aux États-Unis sur la côte est, la dorsale européenne qui va de Londres à Milan, qu'un géographe français avait surnommé la banane bleue, parce qu'elle était représentée en bleu sur une carte et qu'elle avait une forme de banane, et la Tokaido qui fait Tokyo, Osaka, Kobe au Japon. Si on revient sur la carte, les territoires qui apparaissent en marge, vous les avez représentés avec une superficie qui est très petite, qui correspond à des PIB qui sont très, très petits, que ce soit des PIB par État qui sont représentés par des formes géométriques proportionnelles à leur richesse, qui fait que par exemple l'Afrique apparaît de façon très petite, elle pourrait être contenue pratiquement dans la seule France. Euh, et également, le PIB par habitant est faible puisque on observe que certaines régions du monde ont des couleurs très pâles, ce qui veut dire qu'elles ont un PIB par habitant qui est relativement faible en comparaison du PIB par habitant que l'on trouve dans les pays de la triade qui appartiennent pour la plupart à ce qu'on appelle les nord géographiques. Donc les territoires qui sont en marge, eh bien, ce sont essentiellement des PMA, donc les pays moins avancés que l'on trouve surtout en Afrique, Alors la liste est longue, on pourrait dire le Sénégal, le Niger, la République centrafricaine, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan. On en trouve également quelques-uns de ces PMA en Asie, je pense à l'Afghanistan par exemple, au Yémen. Et puis il en existe un seul en Amérique, c'est Haïti. Et puis il n'y en a aucun en Europe. Ensuite, la deuxième question, on vous demandait quels critères sont utilisés pour définir les territoires de l'archipel mégalopolitain mondial. Alors l'archipel mégalopolitain mondial, c'est un terme que vous avez déjà vu en première, puisqu'on avait travaillé sur
la métropolisation en première, si vous en souvenez. C'est l'ensemble des villes qui contribuent à la direction du monde, donc à la direction de la mondialisation. Et cet archipel mégalopolitain mondial, c'est un des symboles les plus forts de la globalisation du monde, qui est lié à la concentration des activités d'innovation et de commandement dans quelques grandes métropoles qui appartiennent aux trois principales mégalopoles. C'est pour ça qu'on parle d'archipel mégalopolitain mondial. Ces grandes métropoles, eh bien, qui sont les acteurs de la mondialisation, elles apparaissent évidemment, notamment en violet sur la carte du système financier mondial. Alors, quels critères sont utilisés? Eh bien, si on se sert par exemple de cette carte, on voit que les territoires qui font partie de l'archipel mégalopolitain mondial, ils sont définis par exemple par la concentration des fonctions de commandement. Ici, fonctions de commandement dans le domaine financier, hein. Par exemple, on trouve les deux principales bourses mondiales à New York, c'est-à-dire le Nasdaq et le New York Stock Exchange, donc abrégé par les lettres NYSE. Donc, ce sont les deux principales places fortes financières mondiales. Ce sont, pardon, les deux principales places financières mondiales. Et pour vous donner un ordre d'idée, si on cumule la richesse de ces deux places financières mondiales, qui sont situées toutes les deux à New York, qu'on abrège souvent par Wall Street, qui comprend donc le Nasdaq et New York Stock Exchange, ces deux places financières correspondent à 36 billions de dollars. Alors qu'est-ce qu'un billion? Un billion, c'est un million de millions, c'est-à-dire en gros 1000 milliards est égal à 1 billion. Donc 36 000 milliards, si vous voulez, de dollars sont capitalisés dans les deux bourses de New York. En comparaison, la troisième bourse mondiale, c'est Tokyo. Et en 2014, les chiffres que j'ai nous donnaient une capitalisation de 6 billions de dollars, c'est-à-dire de 6 000 milliards de dollars, si vous voulez. En comparaison, c'est la ville de Tokyo, qui est pourtant troisième place financière mondiale, a une capitalisation des marchés d'actions 6 fois inférieure à la seule ville de New York. Mais en tout cas, donc, les villes qui font partie de l'archipel mégalopolitain mondial sont définies donc par la concentration des fonctions de commandement dans le domaine financier, donc des places boursières. C'est le cas évidemment de la bourse de New York, donc la bourse de Tokyo. On peut penser également à la bourse de Londres, la bourse de Paris, la bourse de Francfort, la bourse de Shanghai. Donc ce sont des grandes places financières. Euh, Ils sont définis également par des fonctions de commandement dans le domaine politique. Par exemple, le siège de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, se trouve dans la ville de New York. On trouve les capitales politiques hein, dans ces grandes métropoles, que ce soit Paris, Londres, Tokyo. Ce sont toutes des capitales politiques dans lesquelles on y trouve également les sièges des gouvernements de ces pays. Euh, on y trouve également des fonctions de commandement dans le domaine universitaire, avec les plus grandes universités, les plus grandes écoles qui sont concentrées dans ces grandes métropoles. Euh, et ces universités qui, en lien avec les entreprises, vont permettre des investissements massifs dans le domaine de la recherche publique, donc principalement aux États-Unis, mais aussi en Chine, au Japon et en Europe de l'Ouest, avec en tête l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Euh, Investir dans la recherche publique, c'est très important hein, afin de favoriser la capacité d'innovation de ces pays, euh, capacité d'innovation qui va permettre donc d'inventer les objets indispensables de demain et donc de rester des acteurs majeurs, notamment par exemple dans le domaine des nouvelles technologies, des nouvelles de la biochimie, des nanotechnologies. Euh, il est à noter également que ce sont des métropoles, comme on le voit, qui sont interconnectées avec la présence des plus grands ports, des plus grands aéroports mondiaux, hein. Par exemple, 7 des 10 plus grands ports mondiaux sont sur la façade est asiatique, hein. Je pense à Singapour, je pense à Ningbo, je pense à Shanghai. On trouve également parmi les plus importants aéroports du monde, si ce n'est les plus importants aéroports, je pense à l'aéroport JFK
ou Newark à New York, je pense à Roissy-Charles de Gaulle en France, à Paris, je pense à Heathrow à Londres. Ce sont parmi les plus grands aéroports du monde. On y trouve également des concentrations, des flux immatériels, hein. On a déjà parlé de la finance avec les places boursières, on pourrait parler également des flux numériques. On parle concernant ces grandes métropoles de hub, c'est-à-dire de nœuds en anglais, hein, de nœuds notamment dans le domaine des communications. Et ces grandes métropoles concentrent également des fonctions dans le domaine culturel. On y trouve les plus grands musées du monde, je pense au MoMA, à New York, au Louvre à Paris, au British Museum à Londres, par exemple. On y trouve les plus grands opéras du monde, on y trouve des monuments extrêmement célèbres, la Statue de la Liberté, la Tour Eiffel, on y trouve des parcs d'attractions, on peut penser à Euro Disney, par exemple. Donc, ce sont des métropoles caractérisées par la concentration des fonctions de commandement dans de nombreux domaines politiques, culturels, financiers, universitaires, on pourrait même dire médiatiques aussi. On trouve les sièges de toutes les grandes chaînes télévisées des plus grands pays du monde d'un point de vue richesse. Alors ensuite, dernière question, on vous demande de classer les régions du monde en fonction donc du nombre de FTN et notamment donc donc des sièges des FTN, hein, les firmes transnationales. Et il fallait pour cela vous servir de cette carte hein, qui nous montre que les firmes transnationales sont inégalement concentrées. Donc, c'est le dernier critère finalement des territoires qui font partie de l'archipel mégalopolitain mondial, c'est le fait qu'ils concentrent des fonctions dans le domaine économique et notamment des sièges des plus grandes entreprises mondiales, hein, les sièges de ces firmes transnationales. Donc les régions du monde qui ont le plus de sièges de firmes transnationales, hein, vous les voyez sur cette carte, ce sont d'abord en premier lieu les États-Unis avec 121 sièges de FTN parmi les 500 premières mondiales. Ensuite, on trouve la Chine avec 119 sièges. Puis on va trouver euh, le Japon avec 36 sièges, suivi de la France et de l'Allemagne avec respectivement 31 et 29 sièges. Et puis vont suivre d'autres pays d'Europe de l'Ouest, ainsi que la Corée du Sud. Euh, les régions ensuite qui connaissent une augmentation du nombre de sièges de FTN sont représentées en orange sur la carte. C'est en premier lieu la Chine, hein, qui faisait partie des BRICS, hein, vous savez, cet ensemble de pays émergents qui ont connu un fort développement économique dans les années 90 et qui souhaitent aujourd'hui peser d'un poids plus conséquent à l'échelle mondiale. Eh bien, la Chine accueille de nombreux sièges de FTN et notamment les sièges des BATX, hein, c'est-à-dire l'équivalent des GAFAM pour la Chine, à savoir Baidu par exemple ou Alibaba, hein, qui sont Alibaba étant l'équivalent d'Amazon et Baidu l'équivalent de Facebook. Donc ce sont des entreprises chinoises de rang mondial qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse les dizaines de milliards de dollars. Parmi les régions qui connaissent une augmentation du nombre de FTN, donc en dehors de la Chine, on a aussi la Corée du Sud avec 16 sièges de FTN. On peut penser à Daewoo, on peut penser à Samsung. On peut avoir le Canada aussi, on a le Brésil, on a le Mexique, on a l'Indonésie, on a l'Arabie Saoudite, évidemment. Euh, Alors cela montre une idée finalement de basculement hein, du monde avec la montée en puissance notamment de l'Asie orientale. On voit de plus en plus de STN qui sont concentrés en Asie orientale, donc en Asie de l'Est, et notamment l'affirmation des pays émergents, en particulier les BRICS, à savoir la Chine, l'Inde, le Brésil, mais aussi d'autres pays émergents comme le Mexique, l'Indonésie, la Malaisie, par exemple, qui accueillent de plus en plus de FTN.